C'est sans doute le Goncourt le plus intéressant du siècle dernier. C'est un jour absolument historique. C'est la première fois, effectivement, que d'abord un excellent livre important est couronné. Quand je dis excellent, c'est pas forcément uniquement d'ailleurs un critère de jugement littéraire, parce qu'il y a tellement de niveaux lecture dans Les Bienveillantes que quand on dit excellent, c'est d'abord parce que c'est le livre le plus important de l'année. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, ce qui est historique, c'est que un livre qui a déjà séduit plus de 250 000 lecteurs soit couronné par l'Académie Goncourt. Ça n'était jamais arrivé à ce niveau-ci auparavant. Deuxième chose, c'est pas un Français qui a écrit ce livre. Il a été écrit en français, donc en le couronnant, l'Académie Goncourt donne un formidable message d'espoir à toute la francophonie qui se porte si mal en ce moment dans le monde, et que défend un jeune Américain de moins de 40 ans, né à New York, élevé dans le sud de la France, c'est vrai, mais qui a choisi le français pour écrire ce livre, puisque ce n'est pas un livre traduit de l'anglais, contrairement à ce qu'un certain nombre de malveillantes ont voulu faire courir. Troisième point, c'est un livre qui a subi la plus grande campagne de calomnie que l'on puisse imaginer sur un bouquin. Chaque année apporte son lot de scandales, entre guillemets, littéraires. Mais généralement, ça reste dans le milieu. L'année dernière, mais tout le monde a oublié sans doute, c'était le pathétique lancement du livre de Michel Houellebecq, lancé comme un paquet de lessive, et qui échouait dès l'apéro chez Drouin à obtenir le prix qu'on lui avait pourtant promis. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu sur ce livre que pas grand monde n'a vu venir. Jonathan Littell, premier roman, certes le fils de Robert Littell, auteur à succès, qui vit en France, mais qui ne fait pas partie du sérail de Saint-Germain-des-Prés, on a eu un déchaînement assez intéressant. C'est-à-dire que certains critiques littéraires, dès le début du mois de juin, s'étaient emballés. Et puis surtout, la presse, dès la fin du mois d'août, dès le lancement de la rentrée littéraire, a dit on est face à une œuvre importante, polémique, intéressante, écrite au long cours, 900 pages pleines de souffle. Certes, il y a des lenteurs, mais il n'y a pas de longueur. Et surtout, il y a tellement de niveaux de lecture dans ce livre que tout le monde trouve ce qu'il veut. Il y a de la poésie, il y a de l'érudition, il y a de la philosophie, il y a un polar, il y a également une façon qui n'est pas clinique, mais qui n'est pas non plus flamboyante et baroque de rendre compte des horreurs, une interrogation surtout sur la question du mal. S'agit-il d'un mal radical, ou au contraire, comme le pense Hannah Arendt, d'une banalité du mal. Il faut noter d'ailleurs que Jonathan Littell ne prend pas position. Il dit il y a encore une troisième voie, c'est l'invisibilité du mal, à savoir que le mal, on ne le voit pas là où il est, et on invente tellement de chaînes de responsabilité que là où il est, on finit par ne pas le voir. Par contre, on le voit là où il n'est pas, en permanence. Bref, revenons à la polémique. Ce qui est extraordinaire, c'est que rarement, en France, 250 000 lecteurs se seront précipités, c'est vraiment le terme, sur un livre pareil avant qu'il soit couronné par le Goncourt, avec un appétit de lecture. Il y a beaucoup de lecteurs que j'ai pu rencontrer dans les foires du livre récemment, qui me disent « mais on attendait ça du roman français depuis très très longtemps. Un livre qui ne soit pas anorexique, qui ne soit pas simplement le ressassement des petits problèmes quotidiens que l'on peut rencontrer, qui raconte une véritable histoire, qui nous dérange. Voilà le véritable problème de Littell, c'est qu'il ose faire ce que beaucoup d'écrivains d'ailleurs ont fait avant lui, en ce qui concerne notamment cette période, déranger. Rappelons que dans la même rentrée littéraire, il y a un autre très très bon livre d'un Espagnol qui s'appelle Javier Cercas, qui s'appelle le livre À la vitesse de la lumière chez Actes Sud, qui raconte sur 300 pages, des choses assez similaires, c'est-à-dire la confession d'un bourreau qui, lui, est un ancien du Vietnam, qui a appartenu à une unité d'élite et qui, tout comme le Max Aue était dans les Asengruppe, s'est livré à des crimes de masse. Rappelons également que le même débat, à savoir est-ce qu'il est moral de se mettre dans la tête d'un nazi, est-ce que Littell a le droit de parler ainsi ? Évidemment qu'il a le droit. Rappelons que tous ces débats stériles avaient déjà émaillé la sortie en 1953 d'un livre remarquable de Robert Merle qui s'appelait La mort est mon métier, qui était les mémoires imaginaires de Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz. Rappelons également que les mêmes critiques ont fusé quand il y a quelques années Bret Easton Ellis avait écrit, de manière un peu déjantée certes, American Psycho, en se mettant dans la tête d'un serial killer. Si ce genre de livre vous dérange, lisez Mary Gibbs Clark. C'est beaucoup plus reposant et elle ne se pose pas de questions, elle, et elle n'interpelle pas le lecteur sur le rôle du roman. Or, justement, regardons une chose, Littell, 40 ans, qui n'a pas connu
cette période-là. Même d'ailleurs ses parents, puisqu'il appartient à une famille juive américaine, d'origine polonaise, émigrée dès le 19e siècle. Donc il n'y a pas chez lui, si vous voulez, de deuxième ou troisième génération. Little ose poser des questions, porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, beaucoup plus, en allant beaucoup plus loin que beaucoup d'écrivains qui ont vécu cette période-là. Je ne crois pas, moi, qu'il faille avoir vécu la période pour la comprendre. On a pu entendre des personnalités importantes, grands réalisateurs, très bons écrivains dire « il n'y a que moi qui peux comprendre ce livre ». C'est faux. Tout le monde peut le comprendre parce que c'est précisément une œuvre universelle de littérature et que c'est à ça que ça sert, la fiction et la littérature, à faire en sorte que ceux qui n'ont pas vécu une période puissent se l'approprier par les mots. Attention, Little ne prétend pas écrire l'histoire telle qu'elle était vraiment, c'est pas la vérité. Il dit simplement, le romancier, comme le lecteur, a le droit d'interpréter un certain nombre de choses. Et nous qui ne l'avons pas vécu, et malheureusement il y aura de plus en plus de gens qui n'ont pas vécu cette période importante, eh bien nous avons le droit d'avoir notre propre interprétation. Dernier point, pour noter que, et ça c'est un très heureux hasard, Jonathan Little, dont on parlera vraiment à mon avis beaucoup dans les années à venir, signe ce livre qui est un livre sans doute le plus important de l'année 2006, au moment où celui qui est sans doute le plus grand écrivain américain vient de disparaître, William Styron. Styron, pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus grand écrivain américain? D'abord parce qu'il y a un style fabuleux. Ensuite parce qu'il n'a écrit que 8 livres en 81 ans. Parmi ces 8 livres, il y en a un qui s'appelle Le Choix de Sophie, paru à la fin des années 70 aux États-Unis, 13 millions d'exemplaires vendus dans le monde, qui a eu droit aux mêmes critiques. Parce que Styron, non-juif, mettait en scène une Polonaise non-juive qui, des années plus tard, racontait comment, à Auschwitz, elle avait été sommée de choisir lequel de ses 2 enfants serait sacrifié. À l'époque, tout le monde était tombé sur Styron. N'empêche que ce livre reste, pas forcément les critiques qui lui ont été faites, et Styron, quelque part, annonçait Jonathan Little, qui, très honnêtement, s'en montre le digne successeur. Peut-être que Les Bienveillantes n'a pas la même qualité littéraire que Le Choix de Sophie, il n'en reste pas moins que cette fois-ci, et c'est assez rare pour qu'on le dise haut et fort, le Goncourt a enfin fait son boulot, joué son rôle. Non seulement il aide un jeune auteur, qui n'avait peut-être pas besoin de lui, il y a déjà 250 000 exemplaires, mais comme ça on ira au-delà de 500 000, tant mieux. Et il donne à lire le livre qui a écrasé, surplombé l'ensemble de la production littéraire de cette année 2006.